pour les prochaines diapositives, je vais vous montrer quelques outils ou concepts de diagnostic pour vous aider à mieux entraîner vos réseaux et possiblement aussi accélérer les entraînements ou à tout le moins le débogage pour arriver plus rapidement à un réseau qui converge. Il y a plusieurs éléments que je vais discuter. Le premier ici, ça va être les structures neuronales de base qu'on utilise. Dans la littérature maintenant, on se rend compte qu'il y a des architectures, disons, qui fonctionnent généralement bien, puis on tente de les réutiliser. Rappelez-vous, l'architecture elle-même est un hyperparamètre, donc qui exige possiblement beaucoup de temps de calcul pour faire ces recherches. Donc, le fait de prendre des recettes, des structures neuronales éprouvées, ben, ça peut vous aider à concevoir des nouveaux réseaux de neurones plus rapidement. Aussi, il y a des informations qu'on peut vouloir enregistrer lors des entraînements pour nous permettre de mieux diagnostiquer, déboguer des cas problématiques, soit des cas de non-convergence, par exemple, ou des cas de barres qui sont des edge cases là, qui sont difficiles à classifier. Puis, dans l'item 3, on va parler de la méthode, c'est Devic qui proposait une méthode de rouleau compresseur. Cette idée de commencer avec un petit ensemble du jeu de données avec moins de classes, juste pour voir est-ce que je suis capable d'entraîner une architecture avec très peu de données. Le fait d'utiliser très peu de données, ce que ça va vous permettre, c'est d'itérer rapidement sur les essais. Finalement, discuter un peu de l'analyse de vos résultats. Donc, dans les structures neuronales de base, on va essayer de regarder pour la pleinement connectée. Ce qu'on voit, c'est, par exemple, on a l'entrée ici, et on va répliquer, donc la boîte ici, avec le fois K1, on va répliquer un certain nombre de fois cette structure-là. Puis, pour le réseau pleinement connecté, ce qu'on va utiliser, c'est une couche linéaire, une batch norm et une relue. Notez que certaines personnes placent la batch norm après la relue. C'est encore une situation qui, à mon avis, n'est pas entièrement éclairci dans la communauté, à savoir quel est l'endroit optimal pour le placer. On va utiliser l'initialisation de K-Mean I uniforme. Aussi, on va placer un biais on va dire à PyTorch d'avoir aucun biais pour la couche linéaire. Pourquoi? Parce qu'elle est suivie, par exemple, d'une batch norm. Si la linéaire est suivie immédiatement d'une batch norm, mettez le biais à false. Si vous le mettez à true, ça ne fera pas un gros impact. L'idée, c'est d'avoir un paramètre qui ne sert à rien parce que, rappelez-vous, la batch norm va soustraire essentiellement la moyenne des activations. Donc, ça va simplement enlever le biais. La batch norm, elle, on va l'initialiser avec un alpha de 1. Donc, alpha étant pour le scaling factor. Bêta étant le biais qui va être à 0. Et la moyenne va être à 0 et l'écartier par 1. Et il va y avoir, on va en discuter plus abondamment lorsqu'on va travailler les ResNet, mais on va avoir des skip connections aussi régulièrement pour venir prendre des features de plus bas niveau pour les envoyer plus haut, pour donner accès, si vous voulez, aux couches supérieures. Comme je dis, on va discuter ça plus abondamment avec les ResNet. Puis, à la toute fin, vous allez avoir une couche linéaire qui essentiellement va agir comme un classificateur linéaire. Et si vous faites de la prédiction de classe, on va utiliser ici une couche softmax en sortie. Pour les réseaux qui sont basés à partir des convolutions, encore là, on va utiliser une initialisation de type K-Mean-I, mais cette fois à une distribution normale. Et vous voyez la structure de base. On est rendu maintenant qu'on utilise des convolutions 3 par 3 avec un stride de 1, batch norm relu. Donc, on répète ce genre de bloc-là régulièrement avec encore là, à certains intervalles, des connexions, des skip connections. Et après un certain nombre de réplications de ce bloc-là, on va faire ce qu'on appelle du pooling spatial, donc pour réduire la taille du feature map. Donc on va faire par exemple du max pooling. Donc on va répéter encore là un certain nombre de fois cette structure-là. Donc par exemple, ça peut être, je vous dirais, 4 couches de convolution avec une couche de pooling, suivi des 4 couches de convolution, couche de pooling, et ainsi de suite. Donc c'est le genre de structure qu'on va avoir. Et à la tête, on va avoir ce qu'on appelle le Global Average Pooling, qu'on va introduire cette semaine. Et en tout lieu, encore là, une couche linéaire qui va servir de classificateur. Et si vous faites la classification, la sortie ici, ça va être simplement une softmax. C'est intéressant d'enregistrer diverses informations lors de l'entraînement pour vous aider à mieux diagnostiquer les problèmes pour s'assurer, par exemple, que tout se passe comme vous le voulez. Ici, on va discuter quelques exemples d'informations à enregistrer. Par exemple, la fonction de cool à l'os, elle est généralement enregistrée par défaut pour être capable de voir les pertes que vous allez voir dans vos figures. Mais c'est important de voir, par exemple, ce que vous allez avoir des NaN qui apparaissent, des not a number, des inf, qui souvent sont des symptômes d'un problème de stabilité numérique. Par exemple, votre learning rate, il est trop grand. Aussi, si votre fonction de coût augmente au fil du temps, mais clairement, vous avez un problème, le réseau n'arrive pas à converger. Bien au contraire, il diverge. Ça peut être intéressant d'enregistrer la métrique de performance elle-même parce que la fonction de coût,
c'est celle qui est utilisée pour vous entraîner. C'est essentiellement une perte proxy. Ce qu'on vous cherche ultimement à avoir, par exemple, c'est les taux de classification, mais les taux de classification ne sont pas dérivables, alors que la perte, elle, est dérivable. Quand vous voyez que vous avez une perte de 1,2, ça ne vous dit pas grand-chose d'un point de vue pratico-pratique. Par contre, si vous calculez des statistiques, par exemple, le taux d'erreur est de 5%, c'est beaucoup plus parlant en termes d'analyse de performance. On peut vouloir obtenir des informations sur votre réseau. Par exemple, vous avez downloadé un réseau ou vous en créez un et vous n'êtes pas certain du nombre de paramètres. Peut-être vous avez fait une erreur dans l'encodage. Donc, et de pouvoir savoir le nombre de paramètres dans votre réseau, dans différentes couches, bien, ça va vous aider à diagnostiquer que vous avez tricoté un bon réseau ou que le réseau que vous avez downloadé est bel et bien celui que vous voulez avoir, ou vérifier, voir que vous avez la bonne structure sur votre réseau. Donc, vous avez ici l'itération pour aller chercher le nombre d'éléments dans chacun des éléments du réseau. C'est intéressant d'afficher les prédictions d'une seule batch en début d'époque, ce qui vous permet de voir l'évolution de façon qualitative des performances de votre réseau. Hein, on a des écrans d'ordinateur, ça coûte pas cher de dire, en début d'une époque, prendre une batch pour afficher les images et montrer leur classification. Vous allez peut-être d'ailleurs trouver des images qui sont défectueuses dans votre jeu de données, ou peut-être que vous allez commencer à développer une intuition sur quels sont les cas de figure qui sont difficiles à traiter. Maintenant, dans les informations sur les données, ça peut être par exemple le nombre d'exemples d'entraînement que vous avez, de validation et de tests. Le ratio des classes, souvent, lorsqu'on prend un problème, on ne pense peut-être pas commencer à calculer des statistiques sur votre jeu de données. Mais un élément difficile, c'est lorsqu'on fait de la classification ou de la détection, peu importe, c'est lorsqu'on a ce qu'on appelle des débalancements de classe, c'est-à-dire que vous avez une classe qui est dominante, 99% de vos données sont de la classe A et vous avez 1% de la classe B. Par exemple, 99% de mes scans n'ont pas de cancer et 1% a le cancer. Donc, ce que ça vient faire, c'est ça vient complexifier l'entraînement. Pourquoi? Parce que vu qu'on minimise la perte moyenne, si le réseau prédit toujours la classe dominante, il va avoir un score qui est excellent. Il va avoir une perte qui va être très, très faible. Mais ultimement, c'est pas utile pour notre tâche. De savoir à l'avance, avant même de commencer l'entraînement, que, oh, attention, j'ai un jeu de données très débalancé, ça va déjà peut-être vous mettre un peu une intuition, ça va à tout le moins, ça va vous mettre en garde que vous allez avoir des difficultés et de vous assurer aussi de faire une analyse qui tient compte de ça, c'est-à-dire peut-être passer plus de temps à regarder les classifications pour les classes qui sont sous-représentées. Aussi, encore là, je le disais, afficher des exemples d'une seule batch en début d'époque. Bien entendu, il faut que ce soit informatif. Hein. Si c'est du code binaire, ça ne vous donne rien, puisque vous faites, par exemple, de la détection de malware. Mais si c'est des images, c'est super, vous affichez à l'écran. Et c'est encore plus important lorsqu'on va faire ce qu'on appelle du data augmentation. Donc, on doit prendre des images et dans le data loader, on va venir modifier les images en modifiant le contraste aléatoirement, la couleur, la position. Donc, vous voulez vous assurer que non seulement le type d'augmentation de données que vous faites fait du sens pour votre problème, mais aussi la fourchette de valeurs qu'on utilise pour cette augmentation de données, comme par exemple l'angle ou le pourcentage de modification du contraste, on veut s'assurer que tout ça fait du sens. Donc, on les affiche. On a aussi, par exemple, des informations sur l'optimisation qu'on peut être intéressé. La norme, la moyenne, la variance des mises à jour. Donc, ça vous dit est-ce que votre gradient circule bien, circule pas bien en fonction des couches? Est-ce que c'est un gradient qui varie beaucoup, qui varie peu d'un exemple à l'autre, ainsi de suite. Ça peut être aussi la variance des neurones cachés, encore là pour voir si j'ai des neurones qui sont mortes. Et si vous avez des relus et que l'entrée de la relue est toujours négative, le neurone, on le dit qu'il est mort parce qu'il ne va jamais s'activer. Ça peut être aussi d'afficher le temps de calcul d'une batch, ce qui va vous permettre d'estimer le temps total d'apprentissage. Donc, si vous savez que l'apprentissage va prendre 8 heures, vous partez ça le soir. Vous savez que le lendemain matin, ça va être prêt. Si ça prend 24 heures, vous savez que vous pouvez comme mieux planifier vos expériences en disant, par exemple, les entraînements de 24 heures, je réserve ça pour la fin de semaine. Puis les entraînements de 8 heures, je réserve ça pour la nuit pour avoir des résultats le lendemain matin. Aussi intéressant, maintenant, il y a des packages comme TQDM qui vont créer des barres de progrès, des progress bars, ce qui vous permet un peu d'avoir une idée. Ah, je suis rendu à 10%, 20%, 30% de mon entraînement. C'est toujours pratique d'avoir ces indicateurs-là, plutôt que de regarder juste des valeurs numériques qui vont défiler à l'écran. Et aussi, bien entendu, sauvegarder ou imprimer les valeurs des hyperparamètres. Peut-être que vous avez fait une erreur de frappe lorsque vous les avez inclus, mais aussi lorsque vous allez devoir analyser plusieurs entraînements. Si vous ne vous rappelez pas quels sont les hyperparamètres que vous avez utilisés pour un entraînement en particulier, ça va rendre l'analyse beaucoup plus difficile, surtout si il se passe quelques jours ou quelques semaines entre les entraînements
où vous avez plusieurs projets. Hein. Ne négligez pas votre capacité d'oublier. Assurez-vous de sauvegarder un maximum d'informations. Aussi, lorsqu'on fait du traitement d'image ou lorsqu'on utilise des réseaux de neurones pour faire des classifications d'images, j'encourage les gens à vraiment afficher le plus possible de ces images-là, surtout les différentes étapes du pipeline. Hein. On prend une image qu'on va charger, on va faire un crop, on va faire du detectation, ainsi de suite. Ça vous permet de diagnostiquer et aussi d'expliquer votre méthode à d'autres personnes. Ça peut aussi démontrer les feature maps à différents endroits dans le réseau de neurones, encore là, pour essayer de diagnostiquer les choses. Puis, je le répète encore, cette capacité-là d'afficher les images à différentes étapes du traitement, ça va vous aider à expliquer à n'importe qui ce que vous faites. Puis, quand vous êtes capable d'expliquer à d'autres personnes ce que vous faites, souvent, ça vous aide vous-même à déboguer votre code. Parce que s'il y a un problème, vous dites « Ah merde, j'ai un problème. » Mais là, vous dites « OK, c'est pas un problème, je vais activer l'affichage des images à toutes les étapes du pipeline. » Et voilà, ça va vous permettre de mieux diagnostiquer vos problèmes. Aussi, souvent, on fait des présentations publiques et souvent, ce qu'on aime montrer, c'est voici les différentes étapes de traitement de mon nuage de points 3D ou par exemple de mes images et d'avoir une figure qui montre les différentes étapes, c'est génial. Alors, si vous faites déjà le code pour montrer ces images-là dans votre programme, et là, vous allez sauver du temps lorsque vous allez faire ces présentations-là. Et aussi, comme je disais, très utile pour déboguer votre code. Maintenant, si on passe à comment débuter un projet d'apprentissage profond à partir disons, de rien, puisque vous allez peut-être downloader un backbone qui provient d'une source comme Hugging Face, mais vous avez maintenant un nouveau jeu de données sur lequel vous voulez faire, par exemple, du fine-tuning pour ce backbone-là. Donc, vous avez un tout nouveau problème d'apprentissage. Puis la méthode du rouleau compresseur, c'est pour vous permettre de vous familiariser graduellement avec votre jeu de données parce qu'essentiellement, vous allez vous rendre compte, à chaque fois qu'on change de jeu de données, il faut comme un peu réapprendre comment refaire l'entraînement parce que chaque problème a sa recette secrète dans la cuisson, là, de learning rate, de data augmentation, de fonction de perte, etc. Donc, de s'approprier un problème, ça demande un certain temps. Et souvent, c'est fonction du nombre d'itérations que vous allez faire. Une itération étant, je présente des données, je fais l'entraînement, j'analyse les résultats. Et plus on va être capable d'itérer rapidement, plus rapidement vous êtes capable de vous approprier votre problème, de trouver la recette pour l'entraînement. La méthode que Ludovic propose, lui, c'est d'y aller graduellement en 3 étapes. La première étape, c'est de choisir un sous-ensemble de données pour un sous-ensemble de classes. Par exemple, vous avez 25 classes avec 1000 données par classe, vous allez prendre 50 exemples de 3 classes. Ensuite, on y va, comme je disais, graduellement. Lorsque vous avez bien maîtrisé la recette pour cette première étape 1, pour l'étape 2, c'est de prendre toutes les données maintenant pour un sous-ensemble des classes. Donc, si vous aviez pris 3 classes à l'étape 1, avec seulement 50 exemples, là, vous prenez les 1000 exemples disponibles par classe. Et finalement, lorsque vous avez réussi à converger, à avoir des entraînements intéressants, des résultats qui sont intéressants, à l'étape 2, vous passez à l'étape 3, et là, vous utilisez toutes les données avec toutes les classes. Donc là, c'est vraiment le problème actuel que vous voulez résoudre. Donc, étape 1, l'idée ici, c'est de démontrer que le réseau peut surapprendre. Si vous n'êtes pas bon en entraînement, vous n'allez pas être bon en évaluation et vous n'allez pas être bon en test. Donc, l'objectif ici, c'est on ne veut pas généraliser, on veut juste dire, est-ce que je suis capable d'avoir un réseau qui est capable d'effectuer la tâche correctement sur le jeu d'entraînement? Ici, on ne va pas faire de régularisation. La régularisation ne sert pas à améliorer les scores en train, ça sert à améliorer les scores en évaluation et en test. Donc, on enlève la régularisation, ce qui va favoriser le surapprentissage, parce qu'essentiellement, ce qu'on veut faire ici, c'est surapprendre. On veut surapprendre sur nos données pour dire, yes, mon réseau, il est capable de digérer ces données-là, si vous voulez, de maîtriser parfaitement le problème. Pas de régularisation, pas d'augmentation de données. Ça peut être, par exemple, de faire une classification binaire avec 10 exemples par classe pour quelques classes. Lorsque vous avez réussi à démontrer que votre réseau est capable de surapprendre sur ce problème-là, là, on va commencer à complexifier un peu plus. Donc là, ce qu'on veut vouloir atteindre, c'est la généralisation. Et pour généraliser, ça veut dire que j'ai besoin de plus de données d'entraînement. Donc, c'est pour ça qu'on va augmenter le nombre de données d'entraînement par classe. Et on va commencer à mettre un petit peu de régularisation aussi, mettre un petit peu d'augmentation de données, de sorte à estimer c'est quoi les paramètres qu'on veut utiliser pour cette régularisation. Par exemple, le poids qu'on veut utiliser pour le weight decay. Et pour l'augmentation de données, ça va être quel type d'augmentation de données qu'on va utiliser avec quelle fourchette de paramètres pour ces augmentations-là.
Donc, encore là, ici, ça peut être une classification binaire, donc 2 classes avec 100 000 exemples par classe, qui serait la quantité totale d'exemples que vous avez par classe pour votre jeu de données. Finalement, lorsque vous avez réussi vos entraînements à l'étape 2, ça va bien, vous avez démontré que vous êtes capable de généraliser sur peu de classes. Là, c'est vraiment de dire, ben là, j'ai une recette qui semble fonctionner, et là, maintenant, je l'applique sur mon problème au complet, c'est-à-dire sur toutes mes données d'entraînement. Donc, ça va être vraiment ici que commencent ce qu'on appelle les entraînements normaux. Donc, ici, ça peut être aussi, vous avez commencé avec un réseau plus petit, encore là, toujours l'idée d'itérer plus rapidement pour bien vous approprier votre problème. Un réseau plus petit, qui a moins de paramètres, ben, le forward pass va se faire plus rapidement, le backward pass aussi va se faire plus rapidement. Aussi, vous allez pouvoir peut-être améliorer légèrement votre area d'entraînement ou utiliser le principe de patience. Et c'est là aussi, puisque vous voulez atteindre les résultats maximaux en généralisation, c'est là que vous allez avoir le maximum d'augmentation de données qui est utile pour votre tâche. Hein, parce que ça se peut que si vous en faites trop, ce ne soit pas utile. C'est un hyperparamètre, la quantité d'augmentation de données. Encore là, il faut itérer pour essayer de le trouver. Donc là, si vous aviez, par exemple, 100 classes avec 100 000 exemples, bien là, c'est là qu'on utilise toutes les données pour faire nos entraînements. Si on regarde au niveau de l'analyse, c'est d'avoir une certaine rétrospective après l'apprentissage, ce qui va nous permettre de détecter, par exemple, des fausses étiquettes. Vous avez un exemple qui, vous faites toujours des erreurs dessus. Ben, peut-être qu'il y a une erreur d'étiquetage. Hein? Ça vaut la peine. Là. Essentiellement, le réseau vous dit, en passant ça, je ne suis pas capable de m'entraîner là-dessus. Au lieu de regarder manuellement les 14 millions d'images, ben là, ça se peut que vous dites, je vais aller voir les images qui sont toujours mal classées. Il y a peut-être une raison. Peut-être pas la faute du réseau, c'est peut-être parce que les données sont effectivement c'est pas la bonne étiquette, ou l'image, si c'est une image, l'image est tellement de mauvaise qualité que ça donne pas grand-chose d'essayer d'apprendre sur cette image. Ça peut être aussi, vous faites un mauvais traitement de vos données, hein, vous faites de l'augmentation de données qui est peut-être trop agressive. Si c'est du texte, peut-être que vous faites du préfiltrage qui est mauvais, vous avez enlevé, vous corrigez pas bien les fautes d'orthographe, par exemple. Puis aussi, ben, le fait d'analyser les données va vous donner une intuition sur est-ce que la tâche elle est très difficile ou elle est facile? Tâche que vous voulez accomplir avec votre réseau de neurones. Comment analyser? Bien, ça peut être, par exemple, de façon aléatoire, regarder quelques exemples de prédictions correctes, ce qui vous donne une idée de ce qui est facile à classer, et aussi des exemples d'images ou des exemples de données qui sont difficiles à classer, donc des exemples erronés. Encore là, si on parle du côté interactif de faire des projets en IA, si vous commencez à voir que pour tel type d'image, vous avez de la difficulté, peut-être que vous pouvez penser à je vais aller ramasser plus de données qui ont ce genre d'apparence ou ce genre de caractéristiques parce que mon réseau a de la misère avec. Et la meilleure façon d'améliorer les performances d'un réseau, au-delà de changer l'architecture, c'est de ramasser plus de données pour des conditions qui sont difficiles. D'autres exemples que vous pouvez extraire suite aux entraînements ou suite à certaines époques, de prendre des exemples ayant la meilleure performance, prendre des exemples qui ont la pire performance, comme on voyait tout à l'heure, pour dire de voir, OK, c'est quoi mes cas de figure qui sont difficiles? Peut-être encore là, on disait, c'est peut-être une erreur d'annotation. L'exemple le plus incertain, donc ou les exemples les plus incertains, c'est ceux qui vont se situer près de la frontière de décision. Essentiellement, si vous avez une classification binaire, ça va être celle que la probabilité va être de 0.5, ou si vous avez une softmax, donc ça va être celle pour laquelle la probabilité maximale est la plus faible. Parce que la probabilité maximale, c'est la classe prédite. Puis celle qui est la plus faible, ça veut dire que c'est la classification pour laquelle le réseau est le moins certain. Gardez toujours en tête, les réseaux sont naturellement très mal calibrés en termes de probabilité, c'est-à-dire qu'une confiance élevée, donc une probabilité proche de 1, quand je dis 1, c'est 100%, n'indique pas nécessairement que le réseau est très confiant réellement dans sa prédiction. L'analyse des mini-batchs, donc s'assurer que les exemples sont différents, que les exemples aussi sont présentés aléatoirement, hein, que ce n'est pas toujours exactement les mêmes données dans les mêmes mini-batchs, hein, que la mini-batch 1 de mon époque, c'est toujours les mêmes exemples. On ne veut pas ça. Rappelez-vous, il faut toujours brasser les données entre les époques pour maximiser, si vous voulez, l'effet aléatoire. On ne veut pas que les réseaux surapprennent quand j'ai une batch qui contient 2 éléphants et une girafe, nécessairement après ça, l'exemple, c'est une tortue. Okay? Ce qui serait le cas si vous ne mélangiez pas au hasard les exemples d'entraînement. Aussi, quand on regarde les mini-batchs, toujours quand on visualise, peut-être qu'on va arriver à des constats que les étiquettes sont erronées pour certains exemples. Puis aussi, si on affiche les différentes étapes d'augmentation de données, on voit par exemple ici d'utiliser une fourchette de valeur de
de rotation de 180 degrés pour les MNIST. Ça ne fait pas de sens parce que le 9 devient un 6 et vice-versa. Pour terminer, je voulais vous mentionner une amélioration qui existe maintenant, tant au niveau des GPU que de PyTorch. Cette amélioration, ça s'appelle le Automatic Mixed Precision. Vous commencez maintenant à saisir dans le cours que non seulement c'est la quantité de calcul qui va vous limiter dans vos problèmes, mais de plus en plus, c'est la quantité de mémoire disponible sur vos cartes graphiques. Alors, si on peut utiliser des nombres qui sont représentés de façon plus petite, vous avez ici, par exemple, un format par défaut qui est le FP32, eh bien, le FP32 va être stocké sur 4 octets. L'avantage du FP, c'est que la précision, elle est quand même intéressante parce qu'on va utiliser, par exemple, 23 bits pour stocker la fraction et 8 bits pour stocker l'exposant. Il existe de plus en plus des formats de points flottants spécifiques pour l'apprentissage automatique. Vous avez ici, par exemple, le FP16, la demi-précision, le half precision, où on va utiliser 5 bits pour l'exposant et 10 bits pour la fraction. Le fait d'utiliser une représentation FP16, je viens de couper en deux la quantité de mémoire que j'ai besoin pour stocker ces valeurs numériques-là. Donc, ça veut dire que mes réseaux peuvent être plus gros. Ça peut parfois aussi augmenter la vitesse de calcul parce que j'ai besoin, si vous voulez, de moins de transistors pour multiplier ou additionner deux nombres FP16 que FP32. Donc, ce qu'on voit, c'est parfois, je peux doubler aussi la vitesse de calcul si je travaille en FP16 par rapport à FP2. Donc, on gagne en mémoire et on gagne aussi en vitesse de calcul. Par contre, vous allez me dire, oui, mais c'est quoi la trappe? Parce que toujours, vous le savez très bien maintenant, il y a toujours une trappe. Il n'y a rien de gratuit dans ce bas monde. Ben, on perd de la précision. Et dans certains cas, ça n'a pas d'importance. Par exemple, si je stocke l'arrêt d'un réseau, d'un neurone, d'une entrée, donc en FP16, peut-être que c'est correct. OK? Par contre, lorsque je veux avoir l'activation, qui va être la somme de beaucoup de multiplication-addition, ben cette somme-là, peut-être que je veux avoir une bonne précision. Donc, utiliser un FP32. Donc, utiliser par exemple FP16 pour les poids et FP32 pour l'activation, parce que je fais une somme. Rappelez-vous, lorsqu'on fait une opération mathématique itérative, ben on va accumuler des erreurs d'approximation qui sont reliées au nombre de bits qu'on utilise pour la fraction. Donc, si j'ai peu de bits, je vais avoir une erreur plus grande. Mais de commencer à manuellement déterminer par vous-même, est-ce que ici, dans mon réseau, je mets FP32 et ici, je mets FP16, c'est complexe, ça demande une expertise qui souvent nous dépasse et ça demande aussi beaucoup de temps. Surtout qu'on doit refaire cette planification-là à chaque fois qu'on refait un nouveau réseau. Alors, maintenant, PyTorch offre ce qu'on appelle le AMP, Automatic Mixed Precision. Vous avez le lien en bas ici. Et ça va automatiquement déterminer quelles sont les variables dans votre réseau, dans votre graphe de calcul, pour lesquelles on peut utiliser un FP16 versus utiliser un FP32. Et tout ça, en cas là, ça va vous permettre d'accélérer vos entraînements et aussi de pouvoir utiliser des réseaux plus gros. Par contre, ça se peut qu'au niveau numérique, vous ayez des problèmes d'instabilité. Donc, il faut garder ça encore là en tête. Vous pouvez commencer votre réseau en tout en FP32. Puis après ça, vous dites, OK, maintenant que j'ai stabilisé mon entraînement, ça va bien en FP32. Ben, je vais l'essayer maintenant en Automatic Mixed Precision pour voir si je ne pourrais pas gagner un peu plus de vitesse, mais surtout pouvoir par la suite augmenter la taille du réseau.